Nicole Lorrain-Frenette est née en 1943 près des murs du grand pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en banlieue de Montréal. Comme tous les pères de ce village d'alors, son père travaille à la prison et toute petite, elle pouvait l'observer du haut d'une guérite faisant son tour de garde, la carabine sur l'épaule. Devenue jeune fille, elle est tout naturellement destinée par ses parents à être infirmière. Elle se débat contre cette fatalité et insiste pour aller à l'université où elle se rend avec la conviction qu'on ne peut aller plus loin dans les voies de la civilisation humaine. L'expérience d'animation du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec et le désir d'une certaine jeunesse de révolutionner notre société par la science, la pensée et les écrits de Marx, le fonctionnalisme parsonien, l'histoire du Québec et ses intellectuels. Nicole Lorrain-Frenette raconte les détours de son propre cheminement d'idées et établit ce qui lui apparaît à la fois comme des points de rupture et de continuité dans la pensée et les préoccupations des générations successives de sociologues que nous avons eues depuis Léon Gérin jusqu'à elle. Oui, je suis née en 1943 à Saint-Vincent-de-Paul, en banlieue de Montréal. Saint-Vincent-de-Paul, hors les murs, c'est-à-dire juste à côté des murs du grand pénitencier. Dans le milieu de pénitencier, dans le milieu d'un village, parce qu'à l'époque c'était un village. Maintenant c'est une banlieue qui est tout près de Montréal, psychologiquement et sociologiquement. À l'époque, c'était la campagne. C'était un village de campagne, mais dont la ressource locale, l'industrie locale était la prison. Et tous les gens à Saint-Vincent-de-Paul, à l'exception du médecin, du notaire, des commerçants, tous les gens travaillaient à la prison. Tous les hommes travaillaient à la prison. Tous les pères étaient des gardiens de prison. Y compris votre père? Y compris le mien. Alors, bon, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi, physiquement, à côté des murs de la prison, entre la prison, l'église, le couvent. C'était ça. On avait une espèce de triangle, prison, couvent, église. Oui. Puis, je continue ma liste. Quel souvenir de son enfance, la jeune femme d'âge mûr que vous êtes devenue, a-t-elle préservé? Ben, visiblement, c'est les murs de la prison. Oui, ces murs-là. Oui, le souvenir d'enfance. Mes souvenirs d'enfance les plus vifs, c'est ça. C'est les murs de la prison, c'est les tours de la prison, c'est les gardes qui marchaient en haut des remparts, d'une tour à l'autre. Tu vois, tu avais une enceinte de murs, très haut, de murs de pierre. Et tu avais les gardiens avec leur carabine sur l'épaule qui marchaient d'une tour à l'autre. Et bon, il y avait mon père, des fois je le voyais, qui marchait avec sa carabine sur l'épaule. Mon père a été gardien de prison pendant plus de 30 ans. Il a pris sa retraite il y a quelques années. Il a fait ça toute sa vie. Et c'est ça, mes souvenirs d'enfance, il me semble que ça tourne autour de ça. Et ça tourne aussi un peu autour de la vie du village. Comme c'était un village tranquille, les enfants, je pense, circulaient beaucoup, c'est-à-dire qu'on était très libres. Il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de danger. Derrière chaque fenêtre, il y avait toujours une vieille femme qui surveillait, qui guettait, qui voyait ce qui se passe. Alors, on nous laissait nous promener dans le village, on faisait ce qu'on voulait. Et moi, j'aimais beaucoup me promener, j'aimais beaucoup m'installer, regarder les gens travailler. J'allais chez le cordonnier. Je me promenais avec ma petite chaise. J'avais 4 ans, là, à l'époque de ce que je te raconte. Je me promenais avec une petite chaise d'enfant et je m'installais chez le cordonnier. Je regardais travailler. Je disais pas un mot. Il y avait des gens qui étaient là, des vieux qui jasaient avec le cordonnier. Ensuite, j'allais chez le boucher. Alors, les jours que le boucher faisait boucherie, je m'installais. Je regardais ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu sais. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait c'est l'heure du repas ou c'est l'heure du dîner ou il va faire noir, tu devrais t'en aller chez vous. Je rentrais chez moi. C'est ça, en gros, mes souvenirs d'enfance. C'est des souvenirs de village. Puis les frères et les sœurs, quelle place avaient-ils? Relativement peu, parce que j'ai eu un seul frère et on a plusieurs années de différence. Mon frère est beaucoup plus jeune que moi. Alors, j'ai été, d'une certaine façon, une enfant unique. C'est-à-dire que, bon, on a 7 ans de différence, donc
pendant mon enfance, mon frère n'était pas très présent. Soit il n'était pas né, soit il était un petit bébé. Et maman? Oui, ma mère... ben, tu sais, j'ai pas... on n'est pas dans une interview psychanalytique, mais je te confesserai que j'ai un complexe d'Édipe très, très particulier, peut-être même que j'en ai pas, parce que j'ai été élevée dans une famille large, c'est-à-dire que mes parents habitaient chez mes grands-parents. Donc avec le grand-père, la grand-mère, avec 2 oncles, 2 frères de ma mère, pas mariés, qui habitaient aussi à la maison, une sœur de ma mère qui était mariée, mais qui habitait en face, qui était toujours chez sa mère, etc. Bon, une dizaine d'adultes, tu vois, parmi lesquels il y avait mon père et ma mère, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus le cercle, l'ensemble de ces adultes-là, de ces adultes-là qui ont été importants pour moi, que ma ou mon père en particulier. Mais qu'est-ce que vous voyez dans eux, ce large cercle de famille? Il y avait des oncles. Il y avait des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Il y avait beaucoup de monde. C'était mes souvenirs familiaux d'enfance. C'est un univers où il y a beaucoup de monde, tu sais, où tu peux passer d'une personne à l'autre. Où je suis souvent très frappée quand je vois comment les enfants actuellement sont élevés. Bon, les enfants des gens qu'ont les gens de mon âge, tu sais, dans des cercles finalement très petits avec papa, maman. Dans des appartements fermés, dans des villes où ils ne peuvent pas vraiment circuler. Je trouve ça tragique, je trouve ça terrible. Il me semble qu'ils sont enfermés, il me semble que c'est un univers très petit. Et j'ai l'impression qu'ils sont peut-être beaucoup plus dépendants. Mais là, je fais de la psychologie de cuisine, là, je ne suis pas compétente en la matière. J'ai l'impression que les enfants que je vois maintenant sont très dépendants de leurs parents. C'est un peu tragique, tu sais. Ils peuvent aller nulle part sans leurs parents jusqu'à ce qu'ils aient 10 ou 12 ou 13 ans. Alors que, bon, moi, mes cousins, mes cousines, il me semble qu'on circulait, il me semble que, bon, on rentrait pour manger, tu sais, on nous nourrissait, on nous chicanait quand on faisait des affaires croches, mais, tu sais, on avait un univers à nous, puis les adultes, c'était un autre monde, puis c'était beaucoup de gens, puis il me semble qu'il n'y avait pas la même relation de dépendance. En tout cas, moi, je garde l'impression de liberté, de mobilité, même si c'était un village prison. Je circulais à l'intérieur d'une prison. Puis l'école, est-ce que c'était une école prison aussi? Elle était juste à côté de la prison, mais elle était quand même au bord de la rivière. Oui, donc ça coulait. Ça coulait. Alors, des fenêtres du couvent, tu pouvais regarder couler l'eau. Mais les professeurs... Non, moi, j'ai pas un mauvais souvenir du tout de l'école. J'ai aimé ça, aller à l'école. Oui? Ah oui, j'ai aimé ça. Bonne première de classe? Toujours première de classe. La meilleure élève du couvent. J'ai été dans le même petit couvent pendant 12 ans. J'ai fait tout mon cours, 11 ans. Tout mon cours primaire et secondaire dans cette même école, une école de sœurs, un couvent de sœurs. Et non, j'en garde pas de souvenirs désagréables. C'est plutôt des souvenirs agréables. Puis c'est à la suite de ces quelques années, je pense, que c'est posé la question de choix pour vous. De savoir qu'est-ce que vous alliez faire dans la vie, non? Oui. Vous m'avez dit que... Vous m'avez parlé d'une bizarre de 12e année, à un moment donné. Oui, bien, à l'époque, il faut se replacer dans le contexte de l'époque qui paraît très, très lointain maintenant, où, bon, le système d'enseignement avait une structure assez particulière, c'est-à-dire qu'il y avait le cours classique qui menait à l'université, qu'on prenait après la 6e année, les éléments latins, et ça se faisait dans les collèges classiques, pour les garçons ou pour les filles. Et bon, il fallait, pour faire un cours classique, soit si on était un garçon, avoir la vocation pour devenir prêtre, ou alors avoir des parents qui avaient un minimum de fortune, qui étaient relativement aisés. Et pour les filles, il fallait tout simplement avoir des parents aisés, parce que la vocation, vois-tu, ça n'allait pas non plus. Alors, c'est ça. Donc, moi, j'étais dans un milieu qui était quand même relativement modeste, donc il n'était pas question de faire des cours classiques. Ni la vocation, ni l'argent. Bien, j'étais un garçon, donc je ne pouvais pas avoir la vocation. C'est certain que si j'avais été un garçon, j'aurais eu la vocation. Je suis certaine de ça. Grande frustration, mais j'en étais pas. Et
Donc, j'étais pas, il n'a jamais été question dans ma famille que je fasse un cours classique parce qu'on n'avait pas les moyens, puis on n'était pas la classe de monde qui envoyait ses enfants au collège classique. Mais j'aimais beaucoup aller à l'école, j'aimais beaucoup m'instruire, ça me paraissait important. C'était pas tellement la perspective d'une profession ou d'une carrière qui m'intéressait, mais l'idée de connaître des choses, de lire des livres, de savoir. Tu sais, c'était vraiment la soif du savoir. Et pour moi, faire un cours classique, ça aurait été apprendre beaucoup de choses. Et ça m'a quand même fait de la peine de ne pas en faire un. Quand j'ai vu, après la 6e année, certaines de mes compagnes de classe, la fille du médecin, la fille de l'avocat de la place, qui était un village, mais qui avait quand même sa petite stratification sociale, quand je les ai vues partir en ville pour faire leur cours classique, ça m'a fait de la peine. Et bon, il est arrivé que j'ai eu la chance quand même de tomber dans la période, après ma 11e année, de tomber dans la période où le système scolaire était en train de commencer à bouger un peu. Il y avait de la pression qui se faisait sentir. Et on commençait à... Enfin, ça devenait de moins en moins rigide. Et bon, moi, on avait décidé que je ferais une infirmière. Parce qu'après une 11e année, tu faisais une infirmière ou une institutrice. Ça correspondait aux ambitions de vos parents pour vous? C'était déjà très élevé pour mes parents. Mes parents auraient aimé que, après la 8e ou la 9e année, je laisse l'école et puis je fasse quelque chose d'utile. Je sais pas, que je travaille quelques années en attendant de me trouver un mari. Ça leur paraissait un peu farfelu pour une fille d'aller plus loin que la 8e ou la 9e année. Et bon, je suis restée à l'école, j'ai tenu une année après l'autre en disant, bon, c'est la dernière année, mais quand même, ça me tente d'y retourner encore. Et après la 11e, là, il fallait choisir un métier, institutrice ou infirmière ou secrétaire. Et j'ai décidé que je serais infirmière, mais pour mes parents, un cours d'infirmière de 3 ans par-dessus une 11e année, ça leur paraissait déjà quand même assez extravagant. Et je suis allée pour faire mon inscription à l'école d'infirmière et il me manquait une année, j'étais trop jeune. Et la directrice de l'école d'infirmière a conseillé qu'on me fasse faire une 12e année. Ce qui était un peu compliqué étant donné qu'il n'y avait pas de 12e année pour les filles à Saint-Vincent-de-Paul. Il fallait faire ça à Montréal, dans un collège. Et bon, elle a encouragé fortement ma mère à essayer de trouver les moyens, faire ça, etc. Et bon, je suis allée comme ça faire ma 12e année dans un collège. Et c'est là que j'ai appris que c'était possible, à ce moment-là, c'était en train de devenir possible, après une 12e année, d'entrer dans certaines facultés à l'Université de Montréal, où on te faisait faire une propédeutique pour compenser les années de cours classiques que tu n'avais pas faites. Et c'était possible d'entrer comme ça, soit en sciences pures, soit en sciences sociales. Et bon, j'ai eu le goût d'y aller. Je me suis battue pour obtenir de mes parents que, bon, on me laisse aller une année seulement à l'université, mais que, bon, ça me donnerait une plus grande valeur sur le marché du travail, etc. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'université, mais bon, je me disais, une fois rendu, on verra. On verra. Et que, bon... Là, tout d'un coup, pour moi, ça a débloqué. C'était possible pour moi de continuer, c'était possible. Même si je n'avais pas de cours classique, c'était pas fini. Je pouvais aller à l'université. Puis pour moi, l'université, c'était la science avec un S majuscule, c'était le savoir, c'était la connaissance, c'était la raison. C'était vraiment... On ne pouvait pas aller plus haut dans les voies de la civilisation humaine. Oui. Je suis entrée là, sur la pointe des pieds, en regardant les gens qui étaient plus vieux que moi, en regardant les professeurs qui passaient dans les couloirs avec des bérets. C'était encore l'époque où les professeurs d'université avaient l'air un peu, tu vois, ça faisait un peu bohème, du quartier latin à Paris. Alors, ils avaient des grosses serviettes remplies de livres et puis un béret sur la tête, puis ils marchaient d'un air préoccupé dans les couloirs, puis je les regardais, tu sais, moi, je rasais les murs. Et puis je me disais, ils sont savants. Ils savent des choses. Est-ce que vraiment je vais réussir à apprendre autant de choses que ça, tu sais? Mais pour moi, c'était quantitatif, c'était une question de temps. J'étais à l'université pour une année, probablement pas plus. Il fallait que j'en apprenne le plus possible. Il y avait une certaine quantité de livres à la bibliothèque. Je pouvais en lire un certain nombre parmi ça. C'était une espèce de course à s'instruire.
Et ça m'a pris beaucoup de temps à voir les choses d'une façon différente, tu sais. C'est-à-dire à voir l'université comme une institution, bon, qui fabrique des diplômés, bon, qui a une place dans la société, à démystifier ça un peu, tu sais. Ça m'a pris quand même quelques années. Mais au début, entrant dans ce milieu-là, comment est-ce que la sociologie se présentait? Est-ce que vous aviez choisi la socio? Non, j'avais choisi les sciences sociales. Je ne savais pas ce que c'était exactement. Ça avait l'air de ressembler à... En tout cas, dans mon esprit, ça ressemblait à service social. Oui. Et j'avais l'impression qu'en sciences sociales, tu apprenais à faire de l'intervention sociale, c'est-à-dire que tu apprenais à comprendre les problèmes sociaux des gens, la pauvreté, la misère, les problèmes familiaux, etc., et à intervenir, tu vois, à régler, à résoudre d'une manière ou d'une autre ces problèmes-là, à aider les gens. Pour moi, dans mon esprit, c'était en termes d'aide sociale, oui. Ce que tu apprenais en sciences sociales. Et j'avais l'impression que c'est ça que je deviendrais si j'allais en sciences sociales. Et bon, là, une fois dans la faculté, en propédeutique, on a eu des cours très généraux, des cours de philo, de littérature, etc., de mathématiques, parce qu'ils parachevaient notre culture générale qui n'était pas très forte, vu qu'on sortait du secondaire pour la plupart. Et ensuite, on avait en deuxième année des cours d'introduction aux principales disciplines des sciences humaines, sociologie, économie, sciences politiques, etc. Et c'est là que j'ai compris, saisi un petit peu, là, appris ce que c'était que la sociologie, l'économie, comment c'était des disciplines des sciences humaines, comment c'était distinct, que tu avais des aspects pratiques, tu avais aussi des aspects théoriques, tu vois, et que le service social, c'était un secteur un peu à part, où tu faisais, où tu appliquais certains éléments des disciplines des sciences humaines, mais c'était pas... Bon, il y avait des disciplines, si tu veux, au sens strict, là, des sciences humaines. C'est là que j'ai appris ça. Et le premier cours de sociologie que j'ai pris, là, la sociologie, j'ai connu ça par le cours d'introduction à la sociologie que faisait Guy Rocher à l'époque, qui était un des très, très bons cours qu'on pouvait prendre à la faculté des sciences humaines. Guy Rocher était un très bon professeur. Il rendait la sociologie... ça devenait quelque chose d'extrêmement vivant. Je ne sais pas comment exprimer ça exactement, mais c'était un très, très bon cours. Tu vois. Oui, bon, ben justement. Et pourquoi j'ai pris la sociologie plutôt que l'économie ou les sciences politiques, je ne le sais pas vraiment, tu sais. Je ne le sais pas vraiment. J'ai l'impression d'avoir vraiment jamais fait de choix basés sur des critères intellectuels ou de profession ou de carrière. Parce que j'aurais pu aussi aller en sciences pures plutôt qu'en sciences sociales. Ça coûtait le même prix, ça revenait au même, c'était du savoir. J'aimais ça aussi, les sciences pures, je sais pas. Ça s'est décidé un peu comme ça, peut-être à cause des gens. Les gens avec qui j'étais en propédeutique, là, en bac 1, bac 2, les gens avec qui j'étais le plus amie allaient en sociaux. En tout cas, j'avais pas vraiment une vocation consciente à la sociologie. L'économie m'intéressait aussi, la science politique. C'est peut-être, au fond, ce qui paraissait le plus vaste ou le plus... la discipline à l'intérieur de laquelle tu pouvais faire le plus de choses, où il y avait une plus grande variété de travail, de démarches possibles. Je sais. Bon, mais quand même... ça n'a pas l'air très intelligent, hein, comme compte-rendu d'un itinéraire. Ce qui me vient à l'esprit à ce moment-ci, c'est de vous demander comment est-ce que la volonté d'intervention sociale a continué d'exister à travers tout ça. Parce que je sais que peu après avoir terminé votre cours, vous avez quand même travaillé au BAEQ, où je sais que vous avez cru à ce que vous faisiez, une révolution scientifique, paraît-il. Ben, là, tu vois, c'est mon itinéraire personnel de cette époque-là. Je pense qu'il coïncide ou en tout cas, il est lié très étroitement à ce qui se passait dans la société, à ce qui se passait au Québec. C'était les années de la Révolution tranquille. Et bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de perspectives qui ont été bouleversées en même temps. C'est-à-dire que nous, les gens, les étudiants qui étaient en sciences sociales à cette époque-là, on sortait tous de l'Action catholique, de la JSC, etc. On voyait notre rapport avec la société, avec le pays, comme, bon, on s'instruisait pour aider les gens, tu vois. On était tous
pas mal idéaliste. Et ça, aider les gens, on définissait ça dans les termes de la JEC, tu vois, dans des termes chrétiens, aider les pauvres, si possible de façon compétente, comme travailleurs sociaux ou l'équivalent, tu vois. Et en quelques années, bon, tu as eu un grand remue-ménage dans la société québécoise et le rapport des gens qui s'instruisaient à la société est devenu un rapport qui se formulait beaucoup plus en termes politiques et en termes scientifiques. C'est-à-dire que par le temps où je suis arrivée, où j'ai fini mon bac, là, nous, les étudiants, les jeunes étudiants en sociologie de l'époque, on définissait notre engagement social comme changer le Québec, c'est-à-dire transformer la société québécoise, la moderniser, pour, évidemment, pour améliorer la situation collective. C'était toujours pour aider, tu sais, mais là, l'aide était définie en termes scientifiques, c'est-à-dire que avec les outils de savoir qu'on avait, qu'on pouvait appliquer, on pouvait accélérer, on pouvait guider certains des changements importants qui devaient avoir lieu dans la société québécoise. Et j'ai été impliquée dans l'expérience du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec comme étudiante. Il y avait des gens un petit peu plus âgés que moi qui étaient là comme chercheurs à plein temps. Moi, je faisais partie, je suis allée 3 étés de suite. Avec d'autres, on faisait partie des équipes d'étudiants qu'on envoyait sur le terrain, soit comme chercheurs ou comme animateurs. D'autres sont allés comme animateurs. Moi, j'étais là comme chercheur, c'est-à-dire que j'interviewais des gens, je remplissais des questionnaires, etc. Mais dans notre esprit, on était, comment dire, on faisait une espèce de... On rêvait d'une espèce de révolution scientifique, tu vois, mais de révolution scientifique par en bas. On se disait, nous, on a les instruments de l'analyse scientifique, sociologique, on a les méthodes, on a les techniques, on a les théories. On va aller voir les gens, on va travailler avec eux, on va leur expliquer leur situation, on va leur expliquer dans quel sens les choses peuvent changer, on va les animer en même temps. Et tous ensemble, tu vois, eux en se mobilisant politiquement, et nous, avec nos instruments scientifiques, on va faire une révolution. C'est-à-dire, bon, on va rendre le Québec... le Québec pourrait devenir une société indépendante, socialiste, démocratique, où les gens participeraient à leur propre devenir, puis en même temps où il y aurait des situations de justice sociale, il n'y aurait plus de chômage, il n'y aurait plus de sous-développement, et les gens seraient associés à tout le processus de gouvernement, de direction de la société. Le socialisme scientifique, mais de cette version-là, tu vois. On était tous dans ce bague-là, les jeunes du BAIQ. Comment est-ce que vous avez été accueillis par les gens, justement? Les gens de la Gaspésie, en avaient vu d'autres. Ils étaient un peu cyniques. C'est-à-dire qu'on leur avait fait des promesses à chaque élection, ça n'avait jamais rien changé à leur sort. Mais je pense, c'est peut-être tragique, mais on réussissait à les convaincre. On leur disait oui, mais avant, c'est parce que c'était juste de la politique, puis c'était de la politique bourgeoise, c'était de la politique un peu dégueulasse. Cette fois-ci, c'est réel, c'est vrai, vous allez être associés au processus de réorientation, de développement. On va travailler avec vous autres, on a les outils qu'il faut. On les animait, on était très enthousiastes et je pense qu'on réussissait à les convaincre. En tout cas, moi, j'ai souvent réussi à convaincre par des arguments de ce genre-là, de c'est pas pareil comme avant, cette fois-ci, c'est la vraie. Des mères de famille de 12 enfants qui étaient, je veux dire, qui n'avaient pas vraiment le temps de prendre 2 heures pour me donner une interview, tu sais, où j'allais les questionner sur leur attitude face à la planification des naissances, leur attitude face au changement social, et le reste, tu sais. Et je réussissais à les convaincre de prendre 2 heures, que c'était très important, de répondre à mes questions, que ça s'en allait, ça allait vraiment aller au bureau d'aménagement, puis ça allait faire partie de la grande analyse, puis éventuellement du grand plan. Et on les convainquait.
C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait des objectifs d'animation, oui. Il y avait aussi des objectifs proprement de recherche. Oui, oui, on faisait oui, on remplissait des questionnaires, on faisait des études, qui d'ailleurs, en bonne partie, ont servi à rien. C'est-à-dire que le grand questionnaire sociologique qu'on a fait pendant l'été 65, je pense, on a interviewé 1000 familles, l'homme et la femme dans chaque famille, des interviews de 2 heures qui duraient 2 heures, 1h30, 2 heures, 2h30. Et on a codé tout ça, ça a été mis sur carte. Et à ma connaissance, ça n'a pas été utilisé, c'est-à-dire qu'il y a quelques questions qui ont été ensuite analysées, mais qui servaient bon, à des fins très particulières de d'autres recherches. Mais le gros de ce matériel-là est encore dans les, je ne sais pas où, dans les caves d'un ministère quelconque. Et tous ces gens-là qu'on a dérangés, auxquels on a pris du temps, à qui on a fait croire que cette fois-ci, ça servait à quelque chose. Ben, ouais. Bon, va pour les gens, mais pour vous? Bon, nous, c'était moins grave, d'une certaine façon, tu sais. Nous, on a... je pense que la deuxième puis la troisième année du BAQ, on a commencé à se rendre compte que c'était pas si certain que ça allait se passer comme on rêvait que ça allait se passer. Que ça allait peut-être être un processus beaucoup plus technocratique qu'on imaginait, c'est-à-dire que, bon, la démocratie, là, toute cette démocratie-là qu'on établissait par animation, c'était beaucoup plus un instrument pour aller chercher de l'information qu'un véritable instrument de participation, que personne en haut lieu avait vraiment envie que la population soit associée au plan et que, pire que ça, personne n'avait vraiment envie qu'il y ait un plan de développement pour la Gaspésie. À ce point-là? Et on a commencé à s'en douter, oui. Puis on avait des raisons sérieuses. Il y a beaucoup les gens qui étaient le plus à gauche puis qui parlaient le plus fort au BAQ, bon, sont partis d'une manière ou d'une autre à ce moment-là. Tu sais, ça commençait à sentir un peu plus... ça commençait à sentir un peu mauvais. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, tu sais. Maintenant, comment est-ce que vous avez connu Marx? Par quelle filière d'auteur vous êtes venu à Marx? Ben, j'ai connu Marx dans le cours de Marcel Rioux à l'Université de Montréal, au bac, en 63 ou 64. J'ai connu Marx par Rioux. Et maintenant, je fais le cours sur Marx à l'Université de Montréal, après que Rioux l'a abandonné, puisque Rioux, à un moment donné, il disait qu'il ne croyait plus assez à Marx pour enseigner Marx. Alors, je crois que j'y croyais juste encore un peu plus. Je vais probablement le lâcher à un moment donné. Un plus jeune et plus croyant. Non. Où est-ce qu'on était parti avec ça? Oui, ensuite, j'ai lu Marx, en fait, à Berkeley, tu vois. J'ai lu Marx, j'ai fait ma maîtrise à Berkeley, à l'Université de Californie. C'est là que j'ai lu Marx dans le texte. Okay. Je l'avais lu un petit peu avec Rioux, mais bon, les œuvres importantes de Marx, je les ai lues à Berkeley. À Berkeley, on travaillait très fort, on lisait beaucoup. C'est ça, c'est là que j'ai lu Marx. Et pour moi, c'est indissociable. Je veux dire, l'engagement politique que j'ai eu, l'engagement politique socialiste ou révolutionnaire que j'ai eu ou que j'ai cru avoir dans les années 60, début des années 70, mon implication dans des revues, dans des groupes de gauche, c'était une seule et même chose avec mes préoccupations sociologiques et mes orientations théoriques. Tu sais. Il était pas question d'être autre chose que marxiste. Bon, quand le marxisme a commencé à devenir exclusivement une affaire, enfin exclusivement c'est un grand mot, mais surtout une affaire universitaire, une affaire d'identité sociologique par laquelle les gens se définissaient, l'UQAM par rapport à Laval ou par rapport à Montréal. Le marxisme est devenu quelque chose de pas mal moins drôle à l'intérieur duquel tu avais à travailler, tu sais. C'est devenu aussi, il me semble à moi que c'est devenu beaucoup plus dogmatique, et plus ça devenait dogmatique, plus ça devenait plate, moins c'était intéressant. Oui. Et en même temps, ça correspondait aussi à des positions politiques qui étaient de plus en plus des positions exclusivement des positions d'universitaires ou d'intellectuels qui s'identifiaient comme révolutionnaires, qui s'identifiaient comme de gauche, mais qui n'avaient pas nécessairement... qui n'étaient pas liés à un mouvement politique, là, au sens large, ou à un mouvement révolutionnaire ou à un mouvement politisé dans ce sens-là dans la société. C'est devenu une affaire de salon, c'est devenu une affaire de département, d'université, et c'est devenu ennuyeux, et c'est devenu de plus en plus stérile. Bon. Ce qui ne veut pas dire que Marx, c'est pas... je pense qu'il y a dans Marx une source d'inspiration théorique pour moi, puis pour beaucoup d'autres gens qui
qui prend beaucoup de temps, en fait, qu'on ne peut pas épuiser facilement. En tout cas, pour moi, c'est une source d'inspiration extrêmement importante. Tu sais. Bon. En même temps que vous posez l'évidence d'une rupture qui s'est produite pour vous avec le marxisme, vous êtes aussi en train d'écrire pour montrer qu'il existe une continuité entre le courant de pensée marxiste, puisque d'autres sociologues québécois ont écrit depuis 5 générations, au moins. Je vous lis une question assez longue. Dans Continuité et rupture dans les sciences humaines au Québec, rédigé pour le colloque d'octobre 1981 au Mont-Saint-Gabriel, j'ai trouvé cette ligne de votre main. Le marxisme d'ici est le fils légitime de notre sociologie. Alors, qu'est-ce à dire, Madame Lorrain-Frenette? Pouvez-vous expliciter cette affirmation? Quels sont les liens de continuité à faire entre la sociologie de Léon Gérin et celle de Nicole Lorrain-Frenette elle-même? Hey, c'est une grosse question. Ah oui, elle est très... J'avais écrit d'abord dans mon brouillon « La sociologie marxiste est la fille légitime de... » Sa fille? Oui. En me relisant, j'ai dit non, quand même, c'est une affaire... c'est une affaire masculine, ne rigolons pas. J'ai changé ça pour le marxisme et le fils légitime. D'abord la question de sexe. C'est très important. Alors, le marxisme a son sexe, donc. Oui. Bon, ce que j'ai découvert, parce que je pense que je l'ai découvert, enfin, j'ai cru découvrir ça, quand j'ai travaillé pour préparer ce texte-là, qu'on m'avait demandé la communication qu'on m'avait demandé de faire au colloque des sciences humaines au Lac-Beauport sur comment avait été traité le thème des classes sociales dans la sociologie québécoise, bon, depuis les origines. Je me suis enfermée à la bibliothèque des sciences humaines, puis j'ai relu Léon Gérin, j'ai lu Recherche sociographique à partir du premier numéro, et j'ai cru me rendre compte. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression de voir un petit peu comment s'était déroulée l'histoire sociologique ou l'histoire intellectuelle en ce qui concerne, en tout cas, la préoccupation ou ce qui tourne dans la sociologie autour des classes sociales. Et bon, la façon dont ça m'est apparu, c'est que à chaque génération de sociologues, avec Léon Gérin, ensuite avec Jean-Charles Falardeau, ensuite avec Rioux, Dumont, Rocher, ensuite avec les marxistes, ainsi de suite, le langage, l'approche théorique sont complètement différents d'une génération à l'autre. Il n'y a presque pas de... Tu vois, on reprend à chaque génération l'étude des classes sociales avec des catégories, des concepts, un langage, un vocabulaire nouveau. Ce qui fait peut-être qu'on ne se rend pas compte de la continuité, parce que, bon, il y a quand même des ruptures ou des coupures théoriques importantes. Mais ce qu'on fait à chaque génération, en ce qui concerne les classes sociales, c'est de reprendre 2 thèmes, toujours les mêmes thèmes. Le thème du passé, c'est-à-dire les classes sociales dans l'histoire du Québec. On réinvente, on réécrit l'histoire des classes sociales à chaque génération de sociologues. Ça m'a fascinée. Parce que je l'ai fait, moi, avec Gilles Bourque. En 70, on a publié un texte, Classe sociale et questions nationales au Québec, Classe sociale et idéologie nationaliste au Québec. On commençait au régime français, on réécrivait l'histoire, hein, on reprenait tout ça avec la notion marxiste de classe et puis la bourgeoisie nationale, le nationalisme comme idéologie de la bourgeoisie, etc. En ayant naïvement l'impression que, bon, ben ça y est, nous, on fait ça, on est les premiers, tu sais. Mais comme dit Falardeau dans un de ses textes, je le cite dans ma communication, chaque génération, il dit qu'il se sentait un pionnier, tu vois. J'ai l'impression que chaque génération de sociologues québécois se sent pionnière. Tu sais, on a l'impression que, bon, ça y est, on fait enfin de la sociologie. Ça commence avec nous, tu sais. Bon, donc, tu as une réécriture de l'histoire à chaque génération. C'est quand même fascinant. On reprend avec des concepts nouveaux, avec des théories nouvelles, on reprend l'histoire du Québec à partir d'une notion, d'une définition des classes sociales différentes. Léon Gérin fait ça, Falardeau fait ça, on le fait tous. Et nous, les marxistes, tu vois, la génération là, des années 60, 70, c'est très exactement ce qu'on a fait. La première chose qu'on a voulu analyser, ça a été ça. L'histoire du Québec à partir de notre conception des classes sociales. Incroyable, mais vrai. L'autre thème, c'est la bourgeoisie.
Il y a une obsession pour la bourgeoisie, et tu l'as chez Léon Gérin, tu l'as chez Falardeau, tu l'as à chacune des générations, dans sa problématique sociologique et dans sa perspective politique. Chaque génération reprend le thème de la bourgeoisie, l'obsession pour la bourgeoisie nationale, tu vois. Est-ce qu'on en a une? Est-ce qu'on n'en a pas une? Est-ce qu'on en a déjà eu une? Est-ce qu'on va en avoir une? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Comment elle va émerger? Est-ce qu'elle a déjà émergé? Et puis bon, les marxistes, c'était quoi notre grande obsession? C'était la bourgeoisie nationale, tu sais. Moi, ce qui m'a fasciné en relisant tout ça, puis en me rendant compte de ça, ça a été... ouais, on a fait finalement la même chose que les autres en pensant qu'on était en coupure, en rupture, on était dans un autre univers, on réinventait la sociologie. Tu vois? On l'a fait avec un vocabulaire, à l'intérieur d'un cadre théorique différent. On l'a fait avec des préoccupations, des perspectives politiques différentes, mais comme chaque génération. Oui, comme chaque génération, mais en même temps... Le fait, tu sais, c'est pour ça que je dis le marxisme est tout à fait le fils légitime des générations qui l'ont précédé, parce qu'il reprend à sa manière les mêmes obsessions, les mêmes préoccupations. Il se pose les mêmes questions. Il est intéressé, obsédé par les mêmes choses. Est-ce qu'on a une bourgeoisie? Est-ce qu'on va en avoir une? Comment ça va se passer? Et le passé, quel sens on peut donner à notre passé? Quel sens on peut donner à notre histoire pour donner du sens à notre présent? C'est la même chose. Ça n'a pas été sans conflit avec vos aînés, quand même. Au contraire, tu sais, on a vraiment... on a établi notre nouveauté, tu sais, par la critique des générations précédentes, et on est allé plus raide que toutes les autres générations avant nous. Il y avait... bon, avant, chaque génération faisait des choses un peu différentes, mais on reniait pas le passé. Nous, on reniait. On a dit, bon, la sociologie québécoise avant nous était une sociologie bourgeoise. C'est une sociologie qui formule les principes politiques du nationalisme bourgeois, sous une forme ou sous une autre, d'une génération à l'autre. Nous, on a des cartes politiques différentes, on a des cartes politiques révolutionnaires, prolétariennes, etc., etc., toute l'épistémologie marxiste. Et la grande coupure, je pense, avec nos aînés, à l'époque où on a établi un peu notre façon à nous de formuler les choses, puis on s'est défini contre eux, la grande coupure, c'est venu du fait que ce que nous, on affirmait, c'était que l'engagement politique, c'est ça qui était déterminant en sociologie. C'est ça qui déterminait ta perspective sociologique. C'est ça qui déterminait le sens du travail que tu faisais en sociologie, c'était ton engagement politique. Ça recouvrait, ou ça avait préséance sur l'engagement, si tu veux, sociologique comme tel. Et je pense que c'est là que la coupure s'est faite, c'est là qu'on ne s'est pas compris d'une génération à l'autre. Parce que c'est pas seulement une affaire de génération. Il y a des gens de ma génération qui ont été beaucoup plus dans la continuité des précédentes, et il y a des gens des générations précédentes qui ont été beaucoup plus qui sont situés dans la problématique ou dans l'épistémologie marxiste que nous, on définissait. C'est pas seulement une affaire de génération. Mais bon, ça recoupe ça, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui a fait c'est ça qui a été le coup de tonnerre à l'époque, et c'est ça qui a fait la grande coupure dans la sociologie québécoise. Bon. Je voudrais seulement peut-être faire une parenthèse, là. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une rencontre avec le Père Lévesque qui s'est produite au colloque du Mont Saint-Gabriel, justement. Oui. Où vous avez eu l'occasion d'avoir, je ne dirais pas certaines confidences, mais au moins un entretien particulier. Une confession. Puis, il semble qu'il soit ressorti de ce contact-là beaucoup de choses intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous faire part de certaines... Oui. Je pense à ce que vous me rapportiez de son bilan de la Révolution tranquille là, au Père Lévesque. Oui, c'est ça. Moi, ça a été une occasion de... Bon, disons que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, ça, 5-6 ans auparavant, où j'étais encore dans les rangs marxistes purs et durs, bon, où il n'y a rien existé avant, il n'existera rien après. On a le monopole de la juste ligne et politique et sociologique. Mais étant donné que je suis plus tellement
dans cette perspective-là. Pour moi, ça a été rencontrer le Père Lévesque et rencontrer aussi d'autres gens qui étaient là, que je ne connaissais pas, qui sont des aînés, qui sont des gens qui ont fait des travaux importants dans la sociologie québécoise. C'était un peu prendre une place dans la famille, avoir une place dans la famille, et bon, prendre conscience d'une certaine continuité, mais aussi, à partir des gens de la génération du Père Lévesque, voir peut-être un peu d'où ça vient, les sciences sociales au Québec, dans quel projet ça a été établi. Et c'est ça, j'ai lu aussi des documents que le Père Lévesque m'a prêtés à moi et à d'autres qui étaient au colloque sur la faculté des sciences sociales avant la guerre, bon, au moment de sa formation. Comment, en fin de compte, la société québécoise d'alors, qui était une société catholique, organisée en bonne partie par l'Église et dans l'Église, comment eux, qui étaient la gauche de l'Église, essayaient, ou ont essayé, entre autres par les sciences humaines, de créer bon, une élite laïque, entre guillemets, qui allait remplacer l'Église à la direction de la société, qui allait organiser la société, qui allait en faire une société moderne, progressiste, etc. Mais tout en conservant le caractère français et catholique de cette société-là. Il disait dans l'annuaire des sciences sociales de l'époque, qui avait été rédigé par le Père Lévesque, il disait nos étudiants vont devenir des ministres, des hauts fonctionnaires, des leaders syndicaux, etc. Et en même temps, ils expliquaient bien comment tout ça se faisait dans la pensée de l'Église, à partir de la pensée de l'Église et à l'intérieur de la communauté des croyants, des catholiques engagés dans le siècle, etc. Et bon, j'ai cru percevoir une certaine amertume chez les gens de cette génération-là pour qui, en fin de compte, oui, cette révolution-là, elle s'est faite. Le Québec s'est modernisé, il est devenu progressiste, bon, structuré d'une façon moderne, et le reste. Mais en même temps, ça ne s'est pas accompli dans les valeurs, à l'intérieur des valeurs, qui pour eux étaient des valeurs importantes ou prioritaires. Tu vois. Ils ont l'impression, au fond, que le projet, à partir duquel ils avaient favorisé le développement des sciences humaines ou de la réflexion scientifique, entre guillemets, sur la société québécoise, que ce projet-là avait été trahi par la génération qu'ils ont formée. Ouais. Et qui est la génération qui a finalement bon, organisé la société telle qu'on la connaît maintenant, après la Révolution tranquille, qui a modernisé le Québec, qui a créé l'État du Québec tel qu'on le connaît maintenant, qui a transformé complètement la société. Et on se rejoint peut-être, tu vois, ma génération, ou en tout cas les gens de ma génération qui ont fait, dont la démarche sociologique s'est appuyée, si tu veux, sur une critique, parce que le marxisme, c'était quand même une critique de la société, des classes, de la hiérarchie, de la direction de la société par en haut, de la bourgeoisie et tout ce que tu veux. Mais bon, c'est une génération, si tu veux, qui a construit sa réflexion sur une base ou dans une perspective de critique du pouvoir en place. Et on se rejoint, tu vois, à ce niveau-là. C'est ça qui m'a beaucoup étonnée et intéressée. On se rejoint dans une position critique, en fin de compte, face à cette société-là. Et on a l'impression que, dans les deux cas, au fond, la génération qui est entre les deux, qui a fait ça, pour des raisons différentes, bon, elle a fait quelque chose avec lequel nous, on ne s'est pas sentis à l'aise et eux non plus. Bon. Alors, vous avez aussi fait une production d'articles, dont moi j'ai retenu un titre, Féminisme et anarchisme, 2 points. Puis après ça, ça continue assez longuement. Peut-être pourriez-vous m'aider? Bon, le sous-titre, c'est quelques considérations historiques et sociologiques sur les relations entre le mouvement des femmes et l'État. Bon. Bon, ça, c'est un texte que j'ai fait
C'est un texte que j'ai fait sur la question des femmes, en essayant de reprendre un peu les problèmes théoriques reliés aux classes sociales dont je te parlais tout à l'heure, le problème de l'éclatement des classes ou l'éclatement des fronts ou des lieux d'exploitation, d'oppression. Essayer de reprendre ça avec la notion de place, bon, avec toutes ces espèces de lucubrations théoriques là, que j'ai fait dans les dernières années, d'appliquer ça à la question des femmes. Mais peut-être que l'essentiel du texte, c'est l'analyse que j'ai essayé de faire dans ça, des relations entre le mouvement des femmes, ses revendications, ses aspirations, ses définitions des femmes de la société, là, les définitions qu'a le mouvement, et l'évolution actuelle, les transformations actuelles de la société, en particulier de la société politique de l'État. C'est curieux puisque le texte il vient d'être publié en anglais. Et en anglais, ils ont fait sauter toute la partie théorique. Et pour moi, ça me paraissait impensable que le texte soit compris sans les nombreuses pages de présentation et d'introduction et de problématiques théoriques qu'il y a au début. Et sans tout ça, ça se tient. Tu vois, l'analyse se tient. Les gens n'ont absolument pas besoin des concepts. Ils lisent l'analyse en anglais et puis, bon, ils discutent là-dessus. Ils n'ont pas de problème de compréhension. Tu sais, on se demande à ce moment-là, tu sais, à quoi ça sert la théorie. Ça te fait te poser des questions. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte-là, moi, particulièrement, c'est ce que vous dites de la famille, à propos de la famille. Oui. Davantage que cette introduction historique, dans le fond. Oui. Oui. Bon, je pense que l'introduction historique, l'introduction théorique était peut-être inutile, mais l'introduction historique, c'est peut-être pas inutile parce que je suis un peu obsédée par une chose à propos des femmes, puis du mouvement des femmes, puis de la libération des femmes. Je suis obsédée par le fait que c'est pas la première fois que ça se produit. C'est-à-dire que, en autant qu'on sache, depuis le 18e siècle, les femmes ont formulé à peu près la même chose que ce qu'elles formulent maintenant. C'est-à-dire le même genre de critique de leur situation par rapport aux hommes, puis de ce que ça impliquait, à quelques détails près. Et ont eu un petit peu le même genre de projet de libération, tu vois, de transformation de la société dans le sens de faire une société où il n'y aurait pas de rapport inégalitaire ou d'oppression, ce qu'on appelle d'oppression des femmes par les hommes. Et ça dure depuis longtemps. Ça fonctionne par vagues, c'est-à-dire que tu as des espèces de crises de féminisme. Et puis, c'est oublié pendant plusieurs décennies. Ça revient. C'est un peu comme les sociologues québécois. Chaque génération de féministes réinvente le problème, redécouvre le problème, réinvente une théorie ou des théories, s'engage dans une problématique, dans une définition politique de la situation qui paraît nouvelle, qui paraît révolutionnaire, qui paraît audacieuse. Et bon, tu sais, peut-être qu'on est un peu le jouet de l'histoire. Oui. Et bon, le problème que j'essayais de poser, c'est celui-là. Puis actuellement, là, la vague de féminisme dans laquelle on est depuis maintenant une dizaine d'années, où est-ce qu'elle se situe dans cette histoire brisée et toujours à recommencer? Peut-être pour la première fois, on fait une situation où il y a véritablement des changements dans la famille, justement, dans les ménages, dans les couples. Je pense qu'il y en a eu des changements dans le passé. On a pensé peut-être que la famille, c'était une institution qui n'avait pas bougé, mais je veux dire, à l'évidence, la famille s'est transformée d'une façon peut-être aussi profonde qu'elle se transforme maintenant. Elle s'est transformée, je veux dire, au moment de la révolution industrielle, elle s'est transformée au début du siècle, elle s'était transformée avant. On est en perpétuelle transformation de la famille. La famille, bon, l'institution familiale, c'est un discours qui évolue, tu sais. Et il y a constamment des réaménagements de la famille, des relations entre les hommes, les femmes, les adultes, les enfants. Il y a constamment des réaménagements de ça. Et je me demande jusqu'à quel point on ne se sert pas des femmes, tu sais, pour effectuer ces réaménagements-là. Je me demande jusqu'à quel point, par exemple, puis on peut le retrouver dans le passé, c'est ça que j'essaye de dire dans le texte là, dont on parlait. Je me demande si actuellement, tu sais, le féminisme n'est pas en train de servir, tu sais, à un réaménagement, à une transformation des relations entre les gens en général dans la société, puis
à une transformation des relations qu'on appelle familiales, tu sais, à l'intérieur de la société dans laquelle on vit maintenant, avec l'État, le type d'État qu'on a, le type de travail qu'on fait, etc., tu sais. Et ça m'inquiète beaucoup, cette question-là. Le féminisme n'aurait plus rien de radical? Si, le féminisme c'est un discours qui me paraît révolutionnaire, tu sais. C'est pas ça. Je veux pas dire que le féminisme est quelque chose de réactionnaire ou de conservateur. Si je suis quelque chose à l'os, là, c'est féministe. Oui. Je suis même prête là-dessus à même pas froncer un sourcil devant le fait qu'on me dirait que c'est une idéologie ou... je veux dire, je m'en fiche complètement, tu sais. Oui. Je suis féministe, je ne changerai pas d'idée. J'entends ne pas changer d'idée. Il n'y a rien à faire là-dessus. Mais c'est un parti pris, tu sais. Mais justement, tu sais, tu peux avoir, puis on l'a eu dans le passé, puis c'est ça qui me fascine, c'est que tu peux avoir un discours révolutionnaire, puis tu peux avoir des pratiques qui se vivent comme des pratiques de lutte, comme des pratiques de transformation sociale dans un sens révolutionnaire ou dans un sens qui paraît aux acteurs ou aux actrices quelque chose qui va les libérer. Et puis que tout ça est utilisé, tu sais, cette énergie-là est utilisée par l'État, est utilisée par les institutions pour tout simplement remettre en place un autre type de relation entre les gens, une autre forme une autre structure dans laquelle tu vas avoir des relations sexuelles entre les êtres humains, des relations la naissance puis l'éducation des enfants, etc., etc. Puis je pense que c'est peut-être ça qui est en train d'arriver, tu sais. Puis ça ne veut pas dire que le féminisme est réactionnaire, mais ça veut dire que, que si les femmes prennent pas, réussissent pas à savoir où ça s'en va, puis comment leur énergie est utilisée actuellement, leur énergie révolutionnaire ou leur énergie de révolte ou tout ce que tu veux, si on ne réussit pas à comprendre assez vite où est-ce que ça se situe, puis où ça s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, puis à choisir vraiment ce qu'on va en faire, on peut très, très bien se faire avoir. Puis je pense que c'est arrivé dans le passé. Il n'y a aucun moyen de... Il y a certainement des moyens d'en sortir, je ne sais pas lesquels, tu sais. Okay. Mais comme sociologue, si on peut dire, j'ai l'impression que tout ce qu'on peut faire, c'est dire, bon, il y a peut-être qu'il faut regarder telle chose, peut-être qu'il faut... Bon, on peut peut-être essayer de voir les choses dans une perspective historique, puis dans leur ensemble. Puis peut-être que ça peut permettre de savoir à ce moment-là où on s'en va quand on fait du travail politique ou quand on est engagé dans une lutte politique. Féministe, par exemple. Mais j'en sais rien, tu sais, j'en sais rien. On est tous pareils, les sociologues, tu sais. On se définit toujours par rapport à... On essaie toujours de définir un rapport qui nous paraît satisfaisant ou qui paraîtrait satisfaisant aux gens entre notre discours sur la société et l'intervention sociale ou la réalité politique de cette société-là. Bon, on est censé ou on devrait être utile à quelque chose, tu sais. Si c'est pas au pouvoir, ça doit être à la révolution. Je pense qu'on a tous cette espèce de mauvaise conscience politique qui fait qu'on se force beaucoup à essayer de définir notre discours sociologique comme étant quelque chose qui est potentiellement utile aux gens. Et cette utilité-là, en général, la plupart du temps, on la définit en termes politiques. Tu sais. Bon, après un cheminement politique assez tortueux, j'en suis arrivée à écrire quelque chose comme ça, tu sais. Pour être honnête, je te dirais que j'espère, ou j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais je ne suis pas du tout certaine que c'est ça. Tu sais, j'aimerais bien que la sociologie, ça soit ça, que les sociologues, ça soit des gens, je veux dire, merveilleusement intelligents et utiles, qui seraient capables de définir les forces politiques en jeu, de définir les changements qui sont en train de germer dans la société, d'indiquer aux gens dans quel sens ils doivent aller pour changer les choses d'une manière qui va les libérer davantage ou qui va les faire cheminer vers un bonheur plus grand ou Dieu sait quoi, tu sais. Ce serait beau si c'était ça, mais franchement, je ne suis pas certaine, tu sais. Bon, c'est ma façon, là, je veux dire, écrire une phrase comme ça, c'est ma façon à moi de soulager ma mauvaise conscience politique. Bon, cela fait. Éliminons, biffons le mot politique. Quelle tâche est celle de la sociologie, alors? Comment est-ce que vous continuez à faire votre métier?
sais, j'aimerais que ce soit ça. J'aimerais que ce soit, que la sociologie, ce soit comprendre ce qui se passe autour de nous, le formuler, puis que peut-être les gens puissent dire ah oui, c'est ça que je sentais, c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui me faisait mal, c'est ça qui me faisait plaisir. Bon, puis que ça leur soit, si tu veux, que ça accroisse d'une certaine façon le degré de lucidité collective, tu sais. Mais, comme je te le dis, ce serait beau si c'était ça, mais je suis pas certaine que c'est ça. Tu sais, c'est peut-être rien du tout, la sociologie. Tu sais, c'est peut-être juste une façon de passer le temps, c'est peut-être juste une façon de gagner un salaire, c'est peut-être juste une façon de gagner sa vie. J'en sais rien, tu sais. C'est peut-être juste une façon de se faire plaisir, dans la mesure où ça te fait plaisir de formuler des idées ou de penser que tu as des idées ou de les écrire. Oui. En tout cas, moi, j'en suis là, tu sais. C'est pas très sérieux comme perspective, ça fait pas très... En tout cas, c'est pas le genre de choses très, très rassurantes pour des gens pour des étudiants ou des gens qui s'engagent dans la sociologie. Mais je sais pas très bien ce que c'est, tu sais. Je peux voir ce que ça a pu être par le passé, ce que ça a été pour les sociologues classiques, ce que ça a été un peu pour Marx, pour Durkheim, pour des gens comme ça, pour d'autres générations de sociologues au Québec, pour la mienne, ma génération, dans le temps qu'on croyait sérieusement à la Révolution. Qu'est-ce que c'est maintenant?